Bonjour, bonjour Gérard. C'est Max, CGT. Aujourd'hui, se pose la question, et c'est la question que je voudrais te poser à toi, de l'indépendance réelle et de l'autonomie du travailleur dans le salariat. Parce que s'il est toujours avec ce lien de subordination qui le lie à son employeur, et ce lien de subordination n'étant compensé que par le droit du travail après la rupture du contrat, que faire pendant la relation de travail alors qu'il est en lien de subordination et qu'il ne peut pas vraiment s'opposer à la politique de l'entreprise? Comment participe-t-il à la politique de l'entreprise? Comment porte-t-il ses propres idées? Comment peut-il être autonome et indépendant? Je ne sais pas si vous avez écouté Macron qui a présenté son plan pauvreté il y a 2 jours. Là. Il a dit, voilà, il y a de la pauvreté parce que nous sommes dans une société de statuts. Les gens ils ont des statuts, donc ça empêche ceux qui sont pauvres d'être un peu moins pauvres. Bon, et là, on a une vraie bataille idéologique. Une vraie bataille idéologique, et je pense que le combat que nous menons sur la question des classes sociales qui perdurent, et qu'aujourd'hui, nous appelons le salariat, les travailleurs, ce qu'on leur force à vendre, c'est essentiel pour lutter contre le macronisme. Lui, il est en train de nous expliquer qu'il faut en finir avec les statuts pour que les individus soient libérés. Et donc, c'est chacun pour soi. Et ça, c'est le pire du libéralisme. Nous défendons les garanties collectives des salariés dans lesquelles, justement, grâce à ces garanties collectives, les individus peuvent se développer, etc. Donc, quand Macron tape sur les statuts, nous défendons les statuts. Oui, bonjour. Donc dans ma vie, bon, j'ai été militaire de carrière, après j'ai été un petit peu salarié, et puis après, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été infirmier libéral. Donc j'ai pu mesurer effectivement la différence de statut. Je pense que les jeunes en particulier, moi j'ai 2 fils qui ont 30 ans, les syndicats, il faut pas en parler, baba, caca. Bah oui, être indépendant, c'est ne pas avoir de statut, c'est ne pas avoir de droit. On paye la cotisation de sécurité sociale, mais si on n'a pas le droit d'être malade, à moins de payer une assurance privée qui coûte très cher et qui ne marche pas. Moi je crois que la grande avancée, bon, il faut le rappeler, on ne le rappelle pas assez. La grande avancée, elle a été due au Conseil national de la résistance. Les lois sociales ont pu être imposées à ce moment-là, tant mieux. Donc effectivement, oui, les statuts, oui, c'est important. Je crois que c'est important, sauf que c'est en relation avec le Conseil national de la résistance. Les statuts, ça a amené, je crois que les statuts, ça a amené au corporatisme. Et une partie de l'échec des réformes du Conseil ou de la révolution du Conseil national de la résistance, ça a été le corporatisme de certains syndicats qui sont cramponnés à leur statut, comme la SNCF, comme l'EDF, au lieu effectivement de mettre tout le monde dans le même panier. Parce que moi je crois qu'effectivement il faut un statut de sécurité sociale unique, il faut une protection sociale unique et universelle pour tout le monde, revenir à ce qu'elle était à l'origine, c'est-à-dire avec des élus. Alors, moi je voudrais répondre d'abord au premier camarade CGT. Je dis salariat, c'est plus précis que travailleur. Parce que travailleur inclut ceux qui sont salariés et ceux qui ne sont pas, les indépendants. Alors on peut dire qu'avant, au 19e siècle, par exemple, les canuts étaient indépendants. Mais l'évolution que j'ai décrite en 170 ans a donné la priorité absolument majoritaire au salariat. Et je propose de retenir cela. Alors, oui, mais même les coopératives ne changent pas le problème. Ils sont salariés des coopératives. Mais aussi, le fait d'être salarié implique d'avoir le code du travail, d'avoir les conventions collectives et d'avoir les statuts dont je vais reparler encore après. Donc, je sais, la CGT, dans son introduction de statut, quand j'y adhérais, moi c'était en 1963, ma première carte, il y avait écrit l'abolition du salariat. Et puis ça a été retiré. Alors, en vérité, on pourrait un jour abolir le salariat. Je dis bien un jour. Mais pour abolir le salariat, il faut arriver à une telle situation qu'on ait augmenté les salaires, partagé le travail, tellement modifié le rapport de force et développé les institutions, que quelque sorte, ça soit comme un fruit mûr. La révolution soit de légaliser la nouvelle société socialiste. Est-ce qu'avant, il faut lutter contre le principe de subordination? Alors moi, empiriquement, je suis arrivé à la conclusion que non. C'est-à-dire, tant qu'on est salarié, dans un rapport de salariat,
Ce qui définit un contrat de travail est un lien de subordination juridique permanent. Et ce lien de subordination, il y faut des contreparties. Et ces contreparties, c'est le statut du salariat que je propose en gros, en raccourcissant, de développer de plus en plus jusqu'à ce qu'en fait la subordination ait perdu sa nature. Mais que voulait le MEDEF? Il y a 3 ans, ils ont fait un colloque sur la soumission librement consentie. En anglais, c'est compliance without pressure. J'ai un très mauvais anglais, mais je me souviens bien de ça. Et pourquoi le patronat voulait-il renoncer à la subordination? C'est pour renoncer aux contreparties à la subordination. Et c'est pour ça, je fais toujours mon sketch, ils appellent les salariés collaborateurs. Et moi, je refuse le mot collaborateur. Et je fais toujours un sketch là-dessus, parce que j'avais une DRH toutes les DRH, quand j'étais inspecteur du travail, m'accueillaient, disaient bonjour monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs. Et moi, je dis qu'est-ce que c'est? Ils ne sont pas salariés, ils sont clandestins, vous n'avez pas déclaré. Et la DRH me dit bien sûr que si, monsieur l'inspecteur. Ben, je dis pourquoi vous les appelez collaborateurs? Parce qu'on ne peut pas être à la fois subordonné et collaborateur. Ah mais monsieur l'inspecteur, on dit ça, c'est pour les valoriser. Mais je dis c'est pas valorisant. Vous vous rendez compte si on a mis le mot collaborateur dans le code du travail en 1945-46, comment ça aurait été perçu? Et la DRH à chaque fois me disait mais c'est pour le, on n'est pas de la même génération, vous faites de l'idéologie. Je dis non, je fais du droit. Et le droit définit un statut du salariat. Et moi, je veux que vous le respectiez. Ils ne sont pas vos collaborateurs, ils sont subordonnés. Mais donc, vous devez recevoir leurs délégués du personnel. Mais donc, ils ont le droit de s'en aller quand ils ont fini leur travail. Et vous n'en faites pas n'importe quoi pour leur imposer des heures supplémentaires. Donc, quand vous les appelez collaborateurs, c'est-à-dire que vous renoncez à la subordination, c'est pour les tromper. Je préfère qu'ils connaissent leur statut, leur place dans l'entreprise, jusqu'à ce qu'un jour l'entreprise soit autogérée, et que toutes les entreprises soient autogérées, et qu'on contrôle la finance, et que l'État soit démocratique et social. Mais ça n'est pas le cas. Donc je parle bien d'aujourd'hui, du statut du salariat, et je suis pour reconnaître syndicalement la subordination, parce que c'est un argument pour augmenter nos revendications. Parce qu'à ce moment-là, vous dites, moi je veux plus de délégués du personnel, moi je veux plus de droits syndicaux, moi, je veux contrôler ce qu'a décidé le comité d'entreprise en matière de cession, de fusion la semaine dernière. Et donc, de cette façon-là, vous avez un rapport entre les deux classes sociales, celle qui vend sa force de travail et celle qui achète sa force de travail, qui tente à se porter sur les revendications essentielles et sur la transition. Je sais bien, on dit la même chose, mais le vocabulaire me semble important pour comprendre cette histoire de salariat, et pour comprendre pourquoi il faut dire qu'on peut unifier le salariat. Parce qu'après, on me dit, ouais, mais j'avais eu un débat un jour avec un camarade, je crois que c'est la fête de l'humanité, il avait passé 20 minutes à me décrire les différenciations du salariat. Alors, il y avait les précaires, il y avait les ceci, il y avait les cela. À la fin, au bout de 20 minutes, tu disais, bon, on peut rien faire, quoi. Hein, ils sont tellement différents qu'on peut rien faire avec eux. On rentre chez soi, on se couche. Et moi, j'avais passé 20 minutes à montrer les points communs à tous les salariés. Et je crois que le syndicaliste, c'est pas celui qui passe son temps à démoraliser tout le monde en disant nous sommes tous différents, on ne pourra pas y arriver, les gens ont des consciences différentes. Le syndicaliste, c'est celui qui passe son temps à chercher ce qu'il y a de commun et à chercher ce qu'on peut faire avancer en commun comme revendication en unifiant les gens. Et donc, unifier le salariat qui n'a pas conscience d'exister en tant que salariat est notre tâche centrale. Pour moi, pour nous. Alors, idéologiquement, le salariat est très différent. Vous avez des catholiques, des musulmans, vous avez des philosophes, des végétariens, des révolutionnaires. Vous avez tout ça dans le salariat. Donc, ce qu'il faut chercher, c'est les points communs. Et le premier des points communs du salariat, c'est le salaire. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais toute question, toute revendication, tout progrès du salariat commence par l'augmentation du salaire. Il y a des gens qui me disent non, c'est les conditions de travail. Mais bien sûr aussi. Mais non, tu sous-estimes le ceci. C'est le salaire. Bon sang, c'est ce qu'on a dans son assiette, c'est la feuille de paye. C'est le haut de la feuille de paye avec sa sécu et le bas de sa feuille de paye avec ce qu'on a à manger. Et au lieu de passer son temps à parler d'autre chose que des questions tout à fait futiles, il faut parler de salaire tout le temps. Les gens, ils regardent que ça, ils ont que ça pour vivre. Parce qu'ils ont que ça pour vendre leur force de travail. Et en face, la question toujours avec le patronat, c'est le salaire. Et Macron, quel est son but en faisant une société agile, indépendante, où vous pourrez ceci?
s'il veut vous prendre votre salaire, il veut diminuer le salaire, il veut augmenter les marges. Et il n'y a rien de plus important que cette question. Rien. Rien. Ça détermine la vie même du gars qui s'en aperçoit pas, qui fait pas attention, qui lit pas son bulletin de paye. Et il va le voir quand ça va être le cas en janvier prochain où les cotisations sociales vont disparaître et qu'il y aura l'impôt. Et il verra progressivement tous les effets de cette question-là. Donc voilà, moi j'avais écrit un premier livre en 2006. C'est venu un peu empiriquement parce que c'est une vraie question qui s'appelait Salariés si vous saviez aux éditions La Découverte. J'ai redéveloppé ça assez longuement dans mon bouquin Macron ou la classe sociale, puisque lui met le doigt absolument là-dessus. Et puis après, vous avez des gens de réseau salariat, je crois qu'ils ont un stand. Il y a Bernard Friot, avec beaucoup de points sur lesquels je m'entends. Et il y a quand même énormément de syndicalistes qui ont cette vision-là. Ce que je voudrais, c'est qu'elle devienne plus forte, plus consciente, plus majoritaire, de façon à ce qu'on puisse comprendre l'intérêt d'unifier le salariat. Et après vient la politique. Parce que unifier le salariat, ça veut dire qu'il faut unifier la gauche. La gauche est l'émanation, dans toutes ces turpitudes, du camp du salariat. Dans le salariat, il y a toujours eu des bureaucraties, il y a même eu des trahisons, il y a même eu... Voilà. Mais la question, c'est d'arriver à unifier le salariat. Mais pour l'unifier, il faut l'unifier sur le meilleur programme possible. C'est-à-dire celui qui lui permet d'avancer ses avantages, d'améliorer ses statuts. Et je termine sur les statuts parce que je sais que je vais me faire discuter pour le camarade qui a parlé des statuts. Alors moi, c'est compliqué, mais il y a deux façons. Il y a la loi, le code du travail, c'est l'ordre public social, et il y a les conventions collectives. Et quand vous allez entendre parler des retraites l'année prochaine, ils vont vous dire encore une fois qu'il y a 25 régimes spéciaux. Je vous invite à combattre l'expression régime spéciaux, comme je vous ai pendant des années invité à combattre l'expression charge sociale. L'autre jour, on m'a dit qu'au congrès des socialistes là, qui quittent là, avec Emmanuel Morel à Marseille, ou chez la France Insoumise, non, c'est chez Génération, je ne sais plus, Barbara Romagnan a dit, écoutez, ça fait 15 ans que Philoche vous dit la question des cotisations sociales, ça fait 15 ans qu'on doit l'écouter, pourquoi tu viens de parler de charge sociale ? Et donc, je vous ai invité à nettoyer ce vocabulaire depuis longtemps. Mais je vous invite à ne pas dire régimes spéciaux. Je vous invite à dire convention collective. Parce qu'il peut y avoir un statut par la loi pour EDF, pour ceci, et ensuite une convention collective qui prévoit que, par exemple, que les électriciens, ils ont l'électricité gratuite, que les cheminots, ils peuvent prendre le train gratuit. Parce que c'est des choses qui vont avec chaque métier. Vous avez des avantages, vous avez des intéressements à votre métier, vous avez des intéressements à votre entreprise, vous avez des intéressements à votre branche. Et ça, c'est la convention collective, c'est du domaine de la négociation, c'est pas du domaine de la loi. Mais après, on a le droit de dire que dans tel domaine, vous avez un avantage particulier. Et c'est négociable. Moi, quand j'étais ouvrier du livre, j'ai été 2 ans, j'avais un fort salaire. Et les camarades qui étaient avec moi m'expliquaient, me disaient c'est normal, on fait le même boulot qu'un manutentionnaire du BHV, sauf que pour nous, le journal, s'il n'arrive pas le lendemain, le patron, il perd toute sa marchandise. Donc il nous paye très cher pour que le journal arrive le lendemain. Le manutentionnaire du BHV, c'est pas la même chose, il peut y avoir du retard. Donc à chaque cas, même pour le pilote, l'avion, il peut y avoir des conventions qui complètent la loi. C'est pas du corporatisme. C'est pas du corporatisme, les conventions collectives. Mais oui, mais moi, c'est comme ça que j'essaie de te répondre. C'est-à-dire que ça n'est pas corporatiste d'avoir des avantages liés à son métier en plus de la loi commune. Voilà. Bon. Et en plus, ce sont souvent les résultats de lutte sociale. Alors, j'ai un d'autre. Bon, moi je m'appelle Jean-Claude, je suis militant du mouvement Ensemble. J'ai beaucoup de choses à dire. Si je suis trop long, tu m'interromps. N'hésite pas. Bon. Parce qu'on est en discussion, peut-être que c'est pas le lieu, mais bon. Je partage beaucoup de points de ce que tu dis, Gérard, sur l'histoire du salariat. Comme conquête d'un statut. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais si on dit ça, le salariat n'est pas réduit à ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Ça, c'est le rêve du patronat. Réduire le salariat à ceux qui n'ont que quelque chose à vendre, eux aussi, elles aussi, vendre.
Non, le salariat, il s'est extrait de ça. Par les conquêtes sociales que tu as décrites, le salariat s'est en effet arraché au statut, à l'état plutôt, d'un groupe social qui n'aurait que son salaire à vendre au moment où il le vend, pendant le temps uniquement où il le vend. Ce n'est pas ça, parce que quand il est malade, quand il est à la retraite, quand il est chômeur, le salarié ou la salariée ne vend pas son travail. Et pourtant, il est payé. Et pourtant, il est payé. Ça veut dire que le salariat, comme classe sociale agissante, a conquis le droit de vivre, d'être soigné, d'être retraité, d'être éventuellement au chômage, sans pour autant être en situation de vendre sa force de travail à l'instant T. Et c'est ça qui fait sa puissance. C'est ça qui fait son histoire, parce que le salariat n'est pas réduit à un état, une description sociologique. C'est quelque chose qui lutte et qui a en effet... C'est pour ça que l'histoire d'abolition du salariat, qui a été effectivement un mot d'ordre du mouvement ouvrier, a aujourd'hui, c'est effectivement Macron qui veut abolir le salariat. Le salariat, on veut l'abolir par tous les bouts. Le libéralisme ne veut plus entendre parler d'un salariat ayant conquis le statut que tu as décrit et sur lequel je suis d'accord, mais qui, quelque part, montre qu'on peut s'émanciper du statut de subordination du travail. Parce que la subordination, comment peut-on justifier la subordination? Ce n'est pas possible. La subordination, c'est le despotisme d'usine dont parle Marx. On ne peut pas, nous, justifier ça. Bien sûr que la subordination a été codifiée par la Cour de cassation quand il y a eu des luttes qui ont institué un code. Donc il a fallu justifier que le propriétaire de classe de l'économie restait le patronat et il y avait un contrat, et donc un contrat de subordination. Le statut, c'est le contraire du contrat. Le contrat, c'est on négocie. Le statut, ce n'est pas le contrat. La relation contractuelle est une relation de subordination. Enfin, quelque part, théoriquement, dans le droit bourgeois, la relation contractuelle, c'est on négocie à droits égaux. On est des égaux dans le régime bourgeois. Mais on sait très bien que dans l'entreprise, ce n'est pas le cas. Bon. Donc, conquérir un statut, c'est s'émanciper d'une pure relation gré à gré contractuelle. Donc là, il y a quelque chose qu'il faudrait arriver à travailler, à mon avis, beaucoup plus. Et enfin, le dernier point, je m'excuse, tu as dit, je suis d'accord avec toi, le salariat, il faut l'unifier, il y a les religions et tout ce que tu as dit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des femmes et des hommes. Ah oui, non, mais ça, c'est très important. Il y a des immigrés, il n'y a pas de race, mais il y a des rapports sociaux de racisation. Ça existe. Il y a des rapports sociaux de sexe. Ça existe. Qui ne sont pas, qui sont reconformés différemment dans le capitalisme, mais qui existent depuis longtemps, qui sont quelque chose sur lequel il faudrait travailler de manière historique, etc. Je n'ai pas le temps de le faire. Mais tout ça, ça veut dire que dans le salariat, il y a des luttes sociales qui ne sont pas simplement la lutte sociale classique. Il y a des luttes sociales de sexe, de rapports sociaux de sexe. Il y a des luttes sociales de rapports sociaux de racisation. On est noir parce que la société nous voit comme un noir. Ce n'est pas... Bon. Donc, ou bien on est femme parce que la société a pris l'habitude de voir la différence qu'il y a entre les femmes et les hommes. C'est la société, dans toute son histoire complexe, qui est retravaillée par le capitalisme de manière spécifique.
Mais il y a bien quelque chose sur lequel il faut préciser les notions. Donc moi je m'appelle Alex Martinez, je suis à République et Socialisme et je voulais apporter quelques peut-être précisions d'ordre un peu historique, mais notamment la personne tout à l'heure qui a parlé de corporatisme. Notamment, il faut savoir quand même que c'est le régime gaulliste et les gouvernements gaullistes qui ont vraiment, pour le coup, essayé d'instaurer en France un système complètement corporatiste. Gérard me corrigera si je me trompe sur les chiffres, mais il me semble qu'entre 1958 et 1974, il y a eu 160 régimes de sécurité socio-professionnelle, de sécurité sociale socio-professionnelle qui ont été créés. Et quand en 76, il était décidé dans 78, il était décidé de mettre en extinction tous ces régimes, c'est là qu'on s'est mis à les désigner comme étant les régimes spéciaux. Mais ces régimes aujourd'hui n'existent pratiquement plus. C'est-à-dire qu'ils n'existeront plus quand il n'y aura plus aucun de salariés qui était à l'époque sous ces régimes-là qui seront encore en vie pour en bénéficier. Et on a étendu cette notion de régimes spéciaux à des choses qui n'en sont pas du tout. Donc pour revenir sur cette histoire des régimes spéciaux, en vrai, ça fait depuis 1978 que les régimes spéciaux, ça n'existe plus. Voilà, on ne peut plus y rentrer dedans, etc. Tout ça, ça n'existe plus. Et ça a été une tentative à l'époque de casser la sécurité sociale par leur mise en place, justement. Et puis ensuite, sur ce que disait Gérard au tout début de sa présentation tout à l'heure, son exposé tout à l'heure, sur le salariat, enfin sur l'abolition de l'esclavage et Marlon Brando dans le film qui dit qu'il vaut mieux en faire des salariés, etc. Mais à cette époque-là, même la notion même de salariat n'existait pas encore, pour la simple et bonne raison que même les ouvriers d'usine, il a cité l'exemple des canuts, mais il n'y avait pas que les canuts, c'est même les ouvriers en usine, en atelier, etc., étaient tous des indépendants. Ce que nous prépare Macron quand il nous dit ne cherchez plus de patrons, cherchez des clients, c'est exactement ça. Avec les carnets ouvriers où chaque employeur successif, donc dans une semaine, un ouvrier de l'usine pouvait avoir jusqu'à 5 ou 6 employeurs différents par jour, et chaque employeur marquait sa petite appréciation, etc. Et il fallait faire profil bas, etc. Sinon, on était saqué par l'employeur suivant, et du coup, on ne pouvait pas travailler, etc., etc. Et c'est ce qui nous est complètement préparé ici. Voilà, c'est tout. Alors, Jean-Claude, je vais essayer de te répondre parce que je suis pas d'accord. Alors vraiment, alors on peut pas, il peut pas y avoir d'îlot de socialisme dans les entreprises. Je crois pas à l'autogestion dans la société capitaliste et je ne crois pas que ce que le salariat a gagné de temps libre, de soins, de retraite, etc., soit une autre société. C'est ce qui est c'est ce que ah bah oui, mais alors comme les délégués du personnel, au même titre, d'accord. Mais pas plus, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de ce que le capitalisme a été obligé de concéder en contrepartie pour la reproduction de la force de travail. Ça n'est pas les congés payés, c'est un prix qu'ils payent pour votre travail. La retraite, c'est un prix qu'ils payent pour votre travail. Et donc, ça n'échappe pas à la règle de la vente de la force de travail. Et je le prends de la même façon, et pas séparément, ni avec un concept différent. Et donc, je le dis bien, à partir de là, le statut du salariat a l'ensemble de ses définitions, y compris ses congés, son code, ses lois, ses conventions, sa retraite, son éducation, il a tout ça. Et donc, je vois pas ce que tu apportes en disant qu'il y aura un domaine qui aurait échappé au salariat, alors que tout est dedans. Et je dis aussi que la question de la division entre sexes au sein du travail, elle est d'abord salariale, parce que c'est un bon moyen pour le patron d'augmenter ses marges. Et c'est pas parce qu'il est contre les femmes, c'est parce que ça augmente ses marges. Et d'ailleurs, tu auras Parisot qui te fera dans n'importe quel discours des choses pour les femmes, mais elle ne dira pas comment on augmente les salaires, parce qu'elle ne veut pas les augmenter. Elle te dira on va faire ça par l'éveil des consciences et un jour on aura l'égalité salariale. Moi je veux que ça soit par la loi parce que je veux développer le statut du salariat et je veux imposer l'égalité salariale pour imposer le reste. Et c'est dans la lutte du salariat que s'insère la lutte pour faire progresser les droits des femmes. Et après, on va batailler sur l'environnement, mais avec le même raisonnement à Volkswagen. C'est-à-dire qu'il faut faire le contrôle sur les grandes entreprises, de la façon, on va faire court parce qu'on n'est pas si nombreux que ça d'Ernest Mandel sur le contrôle ouvrier, mais on va faire le contrôle sur les entreprises pour qu'il n'y ait pas des pollutions comme Volkswagen ou qu'il n'y ait pas des
crimes comme à Lactalis. Et donc, je mets tout ça sur le même plan. Ensuite, après, sur la question de la subordination, je ne crois pas qu'on puisse échapper à la subordination dans la société capitaliste. Et je crois qu'il est plus utile de le dire aux salariés que de le nier. Et je comprends mieux le travail syndical qui est de demander des compensations, des contreparties à la subordination. Et donc, c'est la voie de l'émancipation qui se développe dans tous ces aspects. Et l'aspect politique vient après, puisque hors de l'entreprise arrive le droit démocratique des citoyens, et là, c'est là qu'il faut la République sociale, parlementaire et démocratique. Mais le fondement de ta remarque sur il y aurait déjà, le salariat serait déjà émancipé quelque part, je le conteste. Je le conteste, il est entièrement dominé. Hein? Oui. Oui, mais il est dominé. Quand la bourgeoisie avait le pouvoir économique mais elle n'avait pas le pouvoir politique, elle était dominée. Et les éléments futurs de la société au travers du pouvoir du salariat ne renversent pas sa domination. Je suis donc pour les continuer. Ben oui, mais je suis donc, c'est conceptuel, on est en train de parler en termes de concept, et je suis donc pour développer ces éléments-là de pouvoir du salariat, de façon à ce qu'on puisse renverser la totalité. Bon, voilà, je ne vois pas où est le problème que tu soulèves. Bonjour, Stéphanie, je suis militante d'Ensemble. Je voudrais intervenir dans ce débat entre Jean-Claude et Gérard sur la subordination, parce que, non, mais je pense que c'est un peu le nœud du problème. Je pense que la question de la reconnaissance de la subordination, dans un premier temps, est centrale. Et je voudrais prendre pour exemple l'affaire des chauffeurs Uber et des jurisprudences de plusieurs tribunaux concernant les chauffeurs Uber, où les chauffeurs Uber ont gagné parce que les tribunaux ont reconnu le lien de subordination. C'est-à-dire ont reconnu que leur caractère d'indépendant était fictif. C'est eux qui ont gagné par cette reconnaissance. Bon, et ça me paraît central. Alors, dire ensuite que sur la base de la reconnaissance de ce lien de subordination, que le Code du travail a été construit effectivement pour compenser, les salariés sont entièrement dominés, je pense que, il faut avoir une approche dialectique de ça. C'est-à-dire que c'est justement parce que cette subordination a été historiquement reconnue sur la base des luttes sociales que le Code du travail a été construit. Et la destruction actuelle du Code du travail a pour but d'essayer d'assimiler le contrat de travail à un contrat commercial entre égaux. C'est à ça que Macron et le MEDEF essayent de revenir. Donc je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, malgré, il me semble. Hein. Je suis plutôt d'accord avec Gérard. Oui, moi ça rejoint un peu ce que vient de dire la camarade. Tu as dit qu'il y avait 92% ou quelque chose comme ça, 91% de salariés, mais parmi les indépendants, il y a ce que j'appelle des faux indépendants. D'abord, il y a deux choses. Il faut le lien de subordination entre un indépendant et son client peut être plus, plus terrible que celui d'un salarié à la limite. C'est-à-dire, il est en état parce qu'il y a des faux indépendants qui sont en fait tributaires. Ils ont un client unique. Donc c'est un salariat déguisé sans défense. C'est-à-dire qu'il a les inconvénients de la subordination sans avoir la contrepartie de la défense collective qui était apportée par là. Donc je pense que si la tentative de Macron de faire glisser et d'augmenter le nombre d'indépendants, ça rejoint le fait de supprimer les défenses de ceux qui en ont aujourd'hui. Donc ça va dans ce sens-là, mais simplement ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plus de 91% de gens qui sont en état de subordination, en réalité. Donc la question c'est, dans ce sens-là, ta proposition, elle arrive un peu tard, à la limite. Parce que la proposition de faire éveiller les consciences ou la conscience des salariés et de faire un statut du salariat, c'est quelque chose qui devient de plus en plus utopique, puisque toutes les compensations qui étaient fournies par le Code du travail, toutes les compensations qui étaient fournies par les droits des travailleurs dans l'entreprise, elles sont en train de diminuer et de disparaître. Et justement, on développe même le travail des faux des indépendants, des faux auto-entrepreneurs qui sont en réalité salariés, etc., etc. Donc, on est vraiment dans une dynamique totalement inverse à celle que tu te proposes. Hein.
enfin, on se comprend pas. J'arrête pas depuis le début de dire que 90% des actifs sont salariés. Et jamais Macron ne réussira à renverser ça. Il veut le faire, mais jamais il réussira à avancer ça. Alors il attaque, il pilonne, ce que j'ai dit, il détruit les bases, etc. Mais il ne peut pas empêcher, il ne peut pas nous faire tous devenir auto-entrepreneurs. Même s'il fait tous les jours des pubs dans les médias, dans les machins, le salariat gagnera à la fin. Ça me sert à donner confiance aux gens. Vous êtes forts, vous êtes majoritaires, vous êtes salariés, vous êtes plus nombreux, vous avez des statuts. Il s'attaque à ça, il veut détruire ça, mais il perdra. Et l'important de dire ça aujourd'hui, c'est que tous les médias disent le contraire. Ils disent le salariat a déjà perdu. Vous ouvrez le Figaro et vous dira là, c'est la fin du salariat. Il y a un article tous les jours pour vous faire croire que vous avez déjà perdu. Et moi, je vous défends le statut du salariat pour vous faire penser que vous pouvez gagner contre l'offensive qui cherche à le détruire. Je crois que c'est ça qui est exactement cerné. Donc s'il y a un moment donné où il faut dire le salarié est fort, il a des statuts, il est subordonné, mais il exige, je suis complètement d'accord avec toi Stéphanie, il exige des contreparties, etc. C'est en ce moment. Parce qu'ils mentent tous les jours dans les radios, dans les télés. Ils vous font croire tous que vous êtes indépendants, start-upers, en statut illégal, en main-d'œuvre illicite, en marchandage, etc. Mais non. Et pourquoi ils mentent? Parce qu'ils veulent faire, c'est la prophétie auto-réalisatrice, parce qu'ils veulent arriver à leur but. Et nous, c'est de dire la vérité pour les empêcher d'arriver à leur but. Donc, dites partout, moi, si je suis militant, je dis partout, il y a un salariat, un seul salariat, il est puissant, il n'a pas conscience de l'être, mais je parle pour qu'il le soit conscient, il est plus uni que ce qu'il pense, il y a moins de différence en son sein que ce qui est dit, il n'y a que 15% de précaires, par exemple, je vais vous donner tout de suite des chiffres, il y a 85%, environ jusqu'à 88% des contrats qui sont des CDI. Vous interrogez les gens dans la rue, ils ne croient pas ce chiffre. Ils vont croire qu'il y a tout est précarisé. C'est pas vrai. La précarité touche en gros de 15 à 18% des actifs salariés. Bon, bah, il y a intérêt à le dire. Ils vous disent, vous allez faire 3 boulots dans votre vie. Ben, c'est pas vrai. La durée des contrats s'allonge. Alors, quand vous entendez ça, vous dites, mais alors, où est la vérité? La vérité, c'est que depuis 20 ans, la moyenne des contrats est passée, en gros, c'est de 9 ans et demi à 11 ans et demi. Il y a 2 raisons à ça, l'apport du chômage, et d'autre part, la nécessité d'être polyvalent, et que le patron a besoin de quelqu'un de stable dans l'entreprise, contrairement à ce qui est dit. Parce que même le mec qui a besoin de quelqu'un de stable à l'entreprise comme patron, il va vous dire qu'il veut des précaires, qu'il faut être agile, etc., pour pas que vous demandiez une augmentation de salaire. Bon, et de la même façon, quand ils disent tout est précaire, c'est la même façon, c'est pour faire baisser le coût du travail, alors que tout n'est pas précaire. Donc nous ne sommes pas dans un jeu de poker de menteurs, nous sommes dans une lutte de classe avec son habillage idéologique. Et l'habillage idéologique du patronat, c'est dire tout est précaire, c'est dire en gros on a déjà gagné. Tout est précaire, il n'y a plus de CDI, il faut être encore plus agile, renoncer à la subordination, renoncer aux contreparties, et dans l'entreprise, soyez totalement soumis. C'est ça Macron et le patronat. Et nous, c'est dire non, parce que nous savons qu'il y a des classes différentes, que le salariat vend sa force de travail, qu'il est subordonné, vous ne nous aurez pas, nous voulons les contreparties, on ne veut pas abandonner le code de travail, on ne veut pas abandonner la convention collective, on ne veut pas abandonner nos retraites. C'est exactement dans ce nœud-là qu'on est. Évidemment, si on peut requalifier un contrat d'auto-entrepreneur en contrat salarial, il faut y aller à fond. Je suis totalement partisan de ça. Donc, il faut effectivement utiliser le droit du travail pour ça. Bien. Ça, c'est une chose. Mais que nous, qui sommes des militants de l'émancipation, nous justifions la subordination, ça me paraît incroyable. Le jeune dont tu parlais tout à l'heure, qui t'a dit moi je suis Black Bloc, etc., etc. Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Il ne veut pas être dominé par un patron. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas être dominés. On va leur dire mais si, il faut. Ça va pas, ça. Il ne faut pas leur dire ça. Il faut leur dire
élargissons les conquêtes sociales de telle façon qu'on puisse s'arracher à la domination patronale. Bon, ben voilà. Bon, ben, ne dis pas qu'il faut valoriser la subordination, parce que tout à l'heure, tu as dit que la bourgeoisie était économiquement émancipée avant la Révolution française, mais qu'elle avait conquis le pouvoir économique. Voilà. Et tu as dit aussi qu'elle était politiquement dominée, qu'il restait à faire la révolution politique. Mais qu'est-ce qu'il en est pour le salariat? Le salariat, il n'a rien aujourd'hui. Il n'a rien. Non, il a un statut. Ce statut fait il y a déjà ici, maintenant, dans cette société, des germes d'émancipation sociale, des germes d'institutions nées des luttes sociales, des institutions qu'effectivement Macron n'arrivera pas à renverser. Je suis d'accord avec toi. Il y a des germes d'institutions qui montrent qu'on peut s'émanciper de la domination patronale et conquérir des droits collectifs. Et les rapports sociaux de sexe, je m'excuse, ne se limitent pas à la question de l'inégalité salariale. Hein, il y a quelque chose de plus profond que ça. On essaie de saisir les nœuds de la divergence. Moi, je veux expliquer à un salarié, tu es dominé, conquiert tes droits. Je ne veux pas lui donner l'illusion qu'il est en voie d'émancipation, parce que la société capitaliste, ça n'arrivera pas. Donc ça, c'est le débat. Dans le jeune Marx, c'est Proudhon. Je ne voudrais pas polémiquer avec toi, mais tu fais un peu Proudhon sur ce plan. Si vous regardez le film, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Parce que je pense absolument que tu dois expliquer aux salariés le statut qui est le sien, la subordination dans laquelle le fait d'être dans une entreprise le plonge, et donc le chemin qu'il doit parcourir pour augmenter ses droits et s'émanciper. Et je ne veux pas lui dire autre chose parce que c'est la vérité. Alors maintenant, tu fais une petite déformation de ce que je dis. Tu dis, j'ai valorisé la subordination. Non, j'ai expliqué qu'il était dans un statut subordonné et qu'il fallait le lui dire, qu'il en ait conscience, parce qu'en avoir conscience est une condition pour s'émanciper. Bon, voilà. Et je présente les conquêtes du salariat comme des éléments de résistance pour s'émanciper, en lui disant qu'il ne le fera pas entreprise par entreprise, que chacun de ces éléments-là éclatés ne sont pas suffisants, et qu'il faut évidemment, comme la bourgeoisie, finir tête au roi pour pouvoir avoir vraiment le contrôle de son propre travail et ne plus être aliéné dans son travail. Et sinon, je sais bien les autres raisonnements, et tu l'es comme moi, Jean-Claude, c'est des raisonnements qui ont des aspects illusoires réformistes. C'est qu'on pourrait dans la société déjà émanciper des consciences au travail qui cela, avec des éléments d'autogestion, etc. On a eu le débat pendant des décennies, et moi je ne suis pas pour dire, moi je ne suis pas pour mener cela, je suis pour expliquer, je suis pour consolider la conscience du salariat autour de sa situation subordonnée pour qu'il puisse devenir révolutionnaire. Et les éléments de passage à la révolution, je les décris dans les statuts, et je suis pour me battre pas à pas pour que chacun de ces statuts s'améliore. Et ça va me permettre de répondre à la question sur l'Allemagne. Alors l'Allemagne, ils ont ceci et ceci de plus, mais ils sont toujours subordonnés. C'est pas parce qu'ils ont 50 salariés dans le conseil 50% de salariés dans le conseil d'administration qu'ils sont pas subordonnés. Ils ont un peu plus de force pour pouvoir contrôler, s'informer, éventuellement intervenir. Moi, je refuse pas du tout qu'on fasse ça. Je me bats même pour, mais ça ne sera pas suffisant de ce point de vue. D'ailleurs, je le dis tellement que moi, je demande, si j'avais des tri comme syndicaliste à faire dans les revendications, je demanderais le droit de veto des comités d'entreprise. Qui existe déjà un peu qui existait un peu dans le Code du travail. Ils l'ont supprimé au passage parce que c'était les éléments, c'était un avis conforme des institutions représentatives du personnel face au patron. Le patron ne pouvait pas agir sans obtenir un avis conforme. C'était joliment dit pour dire droit de veto. C'était dit en positif pour pas effrayer. Mais c'était ça. Et donc, parce qu'on voit de cette façon-là les deux classes qui s'affrontent entre ceux qui vendent leur force de travail et ceux qui l'achètent. Et après, en Allemagne, vous avez maintenant, par exemple, un meilleur code du travail, pour ceux qui ne le savent pas, qu'en France. Alors, Macron est allé au-delà, ça c'est une petite pointe sur le débat européen,
mais au-delà de ce que l'Union européenne demandait en droit du travail. Les recommandations de l'Union européenne, les recommandations du 27 mai 2017 sont bien plus précautionneuses que les ordonnances de Macron. Macron est allé plus loin. C'est pour ça que je dis de temps en temps aux gens qui disent « faut rompre à l'Union européenne parce qu'ils nous ont imposé les ordonnances ». Non, les ordonnances de Macron sont pires que ce que l'Union européenne voulait recommander pour la France. Le poison est chez nous. Et c'est de cette façon-là qu'on peut le voir. Par exemple, il y a une directive européenne qui dit 48 heures maximum pour la durée du travail. Sarkozy a voulu la faire sauter en décembre 2008 quand il était président de l'Europe. Le Parlement européen s'y était opposé. Il cherche toujours à revenir à mettre en cause les 48 heures. Macron les a remises en cause. Et le Khomri aussi. C'est-à-dire qu'ils sont pires de ce point de vue-là que l'Union européenne. Je dis ça pour les gens qui parfois vivent dans un pays comme s'il était assiégé par des méchants à l'extérieur qui veulent nous imposer des mauvaises choses. Mais le poison, il est chez nous. Il n'est pas à l'extérieur. Et c'est intéressant de le dire dans le débat européen, je vous signale. Parce que c'est mettre Macron en cible comme le porteur de ce qu'il y a de plus mauvais dans l'Europe. Ce que vous n'aimez pas dans l'Union européenne, c'est Macron. Et je vais vous prendre un deuxième exemple. L'Union européenne a, dans ses directives et ses repères, pas seulement les 48 heures, elle a les 11 heures de repos quotidien. Et bien Macron les a fait sauter. Parce qu'il réunit le 27 octobre dernier les gendarmes, les policiers, tous les préfets, et il dit c'en est fini du repos quotidien de 11 heures. Personne n'a jamais bronché devant ce coup d'État, qui était un coup d'État contre la loi française, les ordonnances n'étaient pas passées, et contre les directives européennes dont le même Macron se revendique, mais quand il le veut, il les trahit dans son sens. Donc voilà, je rajoute ça parce que tous les éléments de droit constitués sont autant de points d'appui pour le salariat. Et c'est comme ça que j'essaie de répondre. Demander la parole sur la question des jeunes. Bon, c'est peut-être un peu dépassé maintenant. Moi, je crois que les jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas, c'est par rapport à ce que tu disais Jean-Claude, les jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas de patron, etc., je crois qu'il faut remettre ça dans son contexte. Moi, j'en connais plein des jeunes qui disent ça. Mais en général, c'est parce que les emplois qu'on leur a proposés, c'était soit des emplois précaires, soit des emplois mal payés, etc. Et s'ils sont devenus, parce que j'en connais, qui sont devenus petits commerçants sur les marchés, ou qui sont devenus auto-entrepreneurs sans rien gagner, c'est bien parce qu'ils étaient dans ce contexte-là, où on leur proposait que la précarité et des salaires... voilà, donc il ne faudrait pas... Parce que certains le font, il ne faudrait pas partir de ce constat ou de ce discours qu'on entend dans la jeunesse en particulier pour en faire une généralité et dire bah, finalement ils veulent eux aussi la société post-salariale. Je crois que ce n'est pas vrai, c'est parce qu'on leur propose des situations totalement dégradées. Bonjour, moi ce qui m'a toujours, ce que j'ai aimé chez toi toujours, c'est le fait de dire qu'on avait toutes les données en main pour changer cette société et qu'on ne l'a pas fait. Exactement, c'est vrai, on ne l'a pas fait. Maintenant, on est devant le fait accompli. Comment on va pouvoir, parce qu'il y a une question de mobilité. Je le sais, pour mobiliser les masses, c'est très difficile. On s'en rend compte. Et avec la politique de Macron agressive telle qu'elle est-ce qu'on a une possibilité de changer les choses sans, je m'excuse, je vais dire, sans faire la révolution en fait? Voilà, parce que je crois que, après tout, le système capitaliste tel qu'il est actuellement, c'est la maladie mortelle de la planète pour moi, que ce soit économique, écologique, et nous avons, nous, les écologistes, le même point d'orgue à avoir. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de terminer sur ceci. Bravo Marinette, ouais, faut terminer, faut savoir terminer. Et c'est une bonne question, parce que moi je pense pas qu'on puisse gagner sur la révolution. Je veux dire qu'on peut marquer d'immenses points en avant, on peut améliorer notre rapport de force, mais aujourd'hui, ils n'écoutent même plus les manifs. C'est un vrai changement, c'est important, hein. Parce qu'on a fait 14 manifs contre la loi El Khomri, Hollande n'a pas voulu entendre. Les gens ne viennent plus aux manifs en partie à cause de ça, je vous signale. Parce qu'il y a des millions de gens qui sont toujours d'accord contre la loi El Khomri ou contre les ordonnances, etc., mais qui défilent plus, même parmi des militants, même parmi... Parce que ça ne sert à rien.
Et donc, la question, c'est comment ça sert à quelque chose. Et alors, ils reviendront s'ils sentent qu'il y a un grand mouvement explosif qui vaut le coup. Et là, on verra. Moi, je suis dans ce pays, voilà. Il y aura une explosion. Et Macron, alors vous avez des gens qui le lui disent, là, comme le gars de Natixis, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a fait à Macron, qui dit attention, c'est exactement ce que tu prépares. Même Alain Minc lui dit en disant, et d'autres réac lui disent attention, tu vas trop fort parce que tu n'écoutes personne, tu ne négocies avec personne, tu casses tout d'un coup et forcément le retour de bâton sera. Mais d'un certain point de vue, c'est le destin de Macron que de se confronter à une révolution. Il est une anomalie, il a des pieds d'argile. Il travaille que pour le CAC 40, les banques. Il est comme il est sorti d'une imprimante 3D faite par le MEDEF. Il n'a pas de base sociale pour faire ça. Il a même des doutes dans la bourgeoisie et les partis bourgeois traditionnels qui disent tu vas peut-être trop loin, faut peut-être pas le faire comme ça, etc. Moi j'ai eu une fois la surprise personnelle dans un débat à la télé d'avoir un mec du Figaro qui me soutenait. Je me dis je suis en train de dire une connerie. Je dis une deuxième fois, le gars me soutient encore. Puis à la sortie, il vient me voir, il me dit Monsieur Filoche, je vous ai un peu allé dans votre sens, parce que vous savez, nous, on n'est pas rassurés par Macron. Et vous avez raison, et j'aime pas que vous ayez raison. Et donc, il fait des choses, il détruit, mais il n'y a pas de choses en face. J'étais étonné c'était pas un petit du Figaro, hein, c'était un rédac-chef, hein, mais j'étais étonné du raisonnement de ce type. Mais il y a un peu de ça dans le Macron. Rien n'est bon dans le Macron, même pas parfois pour... Bon. Et quand je termine là-dessus, je dis, il y aura un mouvement émancipateur, l'occupation des entreprises, comme en mai 68. Moi, je milite pour. On me dit parfois, tu es un gauchiste. Là, c'est pas gauchiste du tout. C'est devenu plus nécessaire de parler de ça, et c'est devenu plus réaliste de parler de ça, à mon avis, que cela a été dans le passé. Alors je sais que je heurte une partie d'opinion de militants de gauche qui sont plutôt découragés, qui disent mais non, on est en recul, on est dans la défaite, Macron a gagné, on n'a plus de parti, on est divisé, on en a pour 20 ans. Mon ami Benjamin Stora va m'engueuler parce que je cite sa parole privée, mais quand je le croise en arrivant à la fête, il me dit Gérard, on en a pour 20 ans. Mais je me suis rentré dans une colère folle, j'ai 73 ans, vous allez me dire qu'on en a pour 20 ans, mais sûrement pas. Et je suis pas le seul à réfléchir comme ça. Un jeune qui n'a pas de boulot non plus. Et donc la société s'exaspère. Et donc voilà pourquoi je dis les formes de radicalisme. Et ça va se faire de façon absolument, comment dirais-je, les gens, c'est toujours le socialisme vient toujours du ventre. Il va pas venir ça va pas venir idéologiquement. Par contre, ça serait aidé s'il y avait l'unité de la gauche. Et surtout, si ça se produit et qu'il n'y a pas l'unité de la gauche, alors ça peut être tout à fait dramatique. Parce que là, les gens ont rejeté leur dernière réserve dans une explosion sociale. Et si l'unité, les dirigeants de gauche, tout ça, ne sont pas à la hauteur, ne sont pas unis, n'apportent pas les solutions, alors là, le désespoir. Mais on n'en est pas là. Et c'est pour ça qu'il y a une urgence à faire l'unité de la gauche, pour faire maturer un processus comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a urgence à faire l'unité de la gauche, pour répondre à un processus comme ça. Voilà, vous venez de comprendre comment Gérard a bouclé sur le débat de ce matin. Merci à lui et merci à tous.